3, 2, 1. Come on! Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour assister à cette conférence sur le marché et les tendances du secteur des compléments alimentaires. Une conférence qui est co-animée, donc Synadiète Nutrikeo. Moi je suis Claire Guigné, je suis directrice de la communication et des affaires publiques de Synadiète, qui est le syndicat des compléments alimentaires. Lourdes. Et moi je suis Lourdes et donc je suis consultante senior chez Nutrikeo. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu les derniers chiffres du marché des compléments alimentaires. On va s'intéresser particulièrement à deux secteurs de distribution, la pharmacie et les magasins bio. D'abord, pour vous donner une idée des différents circuits de distribution dans lesquels le complément alimentaire est vendu et leur part de marché, vous voyez ici les chiffres du marché 2023. J'ai pas encore la consolidation pour 2024. On voit que la pharmacie, c'est plus de la moitié du marché des compléments alimentaires. C'est vraiment notre principal circuit de distribution et celui qui drive la croissance. C'est pour ça qu'on va aussi regarder aujourd'hui les tendances de ce secteur. Et parce qu'on est à Natex Bio, on va s'intéresser quand même aux magasins bio et aux tendances du complément alimentaire en magasin bio, qui représente à peu près 10% de magasins bio des ventes de compléments alimentaires. Donc regardons maintenant les chiffres à 2024. Donc vous voyez ici les chiffres en pharmacie et répartis par promesse, donc par indication santé du complément alimentaire. Ce qu'on voit donc le marché est aujourd'hui en cumul annuel mobile, donc à août 2024 sur un an, août 2023 ou 2024 à 1,7 milliard de chiffre d'affaires en pharmacie, avec trois promesses qui sont toujours les trois principales: vitalité, immunité, humeur, stress, sommeil et digestion, qui font plus de 50% de la valeur du marché. Et quand on ajoute les voies respiratoires, on est à quasiment 70% du marché. Donc on a vraiment un marché qui est quand même concentré sur des grosses promesses, même si on voit une diversification quand même des indications du complément alimentaire. On a de plus en plus de lancements dans des axes qui étaient quand même assez faibles il y a quelques années. On a quand même une concentration sur ces quatre promesses qui font le gros de la croissance. Je vous ai mis ici la croissance en valeur et la croissance en volume, parce qu'on sait qu'on est en période d'inflation et qu'on a une croissance en valeur qui est en partie quand même impactée par l'inflation. Mais malgré ça, on a quand même une forte croissance en volume. Donc la croissance n'est pas une croissance artificielle qui serait liée à une hausse des prix. On est vraiment sur une croissance de la consommation, avec une consommation en pharmacie qui est de plus en plus importante. Et vous voyez que la croissance est à peu près sur toutes les catégories du complément alimentaire, même les fortes catégories, qui sont pourtant des catégories leaders comme la vitalité, immunité, qui a beau être la première catégorie, mais qui reste la première aussi en valeur, parce qu'on a quasiment 20% de croissance en volume et 15% de croissance en valeur. Donc on a une catégorie qui est en forte progression. Humeur, stress, sommeil, pareil, ça fait un certain nombre d'années que c'est une catégorie qui est en forte croissance, principalement tirée par des produits qui sont des complexes de mélatonine et de plantes. La vitalité, immunité, c'est plutôt des vitamines et minéraux. Humeur, stress, sommeil, donc plantes et mélatonine. Ensuite, digestion, qui est une catégorie qui est principalement tirée par les probiotiques. Et ensuite, on voit les voies respiratoires avec les produits de la ruche, les huiles essentielles. Ce qui est intéressant, c'est la beauté. Ça fait quand même quelques années que la nutri-cosmétique est en forte croissance, et ça, on le voit. Donc, c'est beaucoup les produits peau, les produits cheveux qui vont être vraiment des catégories de produits qui vont devenir de plus en plus importants, notamment tirés par des marques qui sont vraiment spécialisées dans la nutri-cosmétique et qui vont attirer des consommatrices de plus en plus jeunes, de plus en plus intéressées par le in and out. C'est pas uniquement la beauté, c'est la santé, et par la santé, on a des bénéfices beauté. Et à l'inverse, on voit la minceur qui, il y a 15 ans, était l'une des premières promesses du complément alimentaire, qui devient une promesse finalement quasi anecdotique du complément alimentaire en pharmacie, mais c'est une tendance qu'on observe dans d'autres circuits de distribution. On a des petites catégories qui sont en croissance, et il faut le noter, comme la santé de la femme. Je sais que tu en parleras, Lourdes, tout à l'heure, dans les tendances du secteur, mémoire, concentration. Donc voilà, on est sur des petites promesses, mais des promesses qui progressivement se structurent, croissent et viennent ajouter au dynamisme et à la variété en fait des références qu'on va trouver sur les linéaires de compléments alimentaires.
Et maintenant, je voulais regarder la promesse sur plusieurs années, la croissance sur plusieurs années, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder la croissance annuelle, et souvent ce qu'on nous dit, c'est est-ce que c'est en ce moment à la mode, et en fait c'est une croissance qui va s'essouffler, mais en fait nous ce qu'on observe, c'est que depuis sa création, le secteur des compléments alimentaires est en croissance, et là avec notre partenaire IQVIA qui nous fournit ces chiffres en pharmacie, on a un recul sur 4 ans par promesse, et ce qu'on voit, c'est que la croissance est quand même très significative, parce que si on est à +8 versus 2023, on est à plus 40% quand même versus 2020. Donc on a une catégorie qui est en très forte croissance en pharmacie. Et cela pour tous les circuits de distribution, enfin toutes les promesses, pardon. Vous voyez, vitalité, immunité, stress, sommeil, digestion, voies respiratoires. On a même plus 80% pour les voies respiratoires, plus 67% pour l'immunité. Donc c'est vraiment une croissance pérenne et une croissance très forte avec voilà, uniquement, vous voyez, la minceur, on en parlait tout à l'heure, moins 33% par rapport à 2020. Où là, par contre, on a une vraie dépriorisation de la minceur pour les consommateurs et une catégorie de produits qui s'est vraiment concentrée sur le bénéfice santé et beaucoup moins sur l'accessoire finalement, la minceur qui, elle, va plutôt être drivée par des produits alimentaires, des régimes ou des cures peut-être plus complètes qui intègrent notamment l'activité physique. Donc voilà, une croissance qui est pérenne et une croissance qui est finalement très forte quand on regarde sur plusieurs années. Maintenant, on va regarder le bio. Parce qu'on est quand même là pour Natex Bio. Le bio, c'est 8% en pharmacie, des parts de marché, donc c'est significatif tout en étant une petite part de marché. Et par contre, versus 2023, c'est seulement 2% de croissance. Donc je disais, le complément alimentaire est en croissance de 8% en pharmacie par rapport à 2023. Et là, on est uniquement sur 2% en bio. Quand il y a quelques années, vraiment, le bio était en croissance beaucoup plus forte que le conventionnel. Là, on observe une croissance qui est plus faible. Ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, bon, un contexte quand même inflationniste qui fait que les lancements de produits se sont faits sur des produits qui étaient moins chers, qui étaient donc des produits moins bio. Il y a aussi une tendance réglementaire qui fait qu'il y a certaines typologies de produits qui ne peuvent pas être labellisés bio, notamment les vitamines et minéraux. Vous avez vu la croissance de la sphère vitalité et immunité, qui est une catégorie de produits qui se compose principalement quand même de vitamines et minéraux. Et dès lors que vous voulez ajouter une vitamine, un minéral à votre produit, vous ne pourrez pas le faire labelliser bio. Et donc ça, c'est un vrai frein au développement du bio dans le complément alimentaire. Et c'est un frein qui en plus s'accentue parce qu'on voit que la réglementation bio se durcit et qu'il y a de moins en moins de typologies de produits qui peuvent être labellisés bio. Et donc quand on regarde par promesse, il faut avoir en tête en fait les ingrédients derrière qui tirent ces promesses. Par exemple, humeur, stress, sommeil, je vous disais, c'est beaucoup des complexes de plantes et de mélatonine. Mais dès lors que vous allez avoir de la mélatonine dans votre produit, vous ne pourrez pas le faire labelliser bio. Pareil, la digestion, aujourd'hui, on ne peut plus faire labelliser bio des probiotiques. Et c'est vraiment les probiotiques qui vont tirer la croissance du marché. Là où il y a quelques années, on avait pas mal de probiotiques bio sur le marché des compléments alimentaires. Donc tout ce durcissement de la réglementation, il explique la faible croissance finalement du bio en pharmacie et dans le complément alimentaire. Et donc là, vous voyez effectivement la croissance et la valeur, la part de marché du bio par typologie d'ingrédients. Et vous voyez, effectivement, sur les vitamines et minéraux, c'est vraiment quasi anecdotique. D'autant plus que la réglementation se durcit là aussi, puisque la Commission européenne ne veut plus qu'on enrichisse des denrées alimentaires via des ingrédients naturels pour leur teneur en vitamines et minéraux, notamment, je pense au lithotam avec le calcium, ou jusqu'à il y a quelques années, quand vous vouliez rajouter du calcium dans vos produits bio, vous ajoutiez du lithotam qui était riche en calcium. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus acceptées par les autorités européennes. Et tout ça, en fait, tend à limiter les innovations en bio. En plus de ça, on a pu avoir des interdictions d'ingrédients. Donc, faut avoir en tête ce cadre parce qu'il va vraiment contraindre les industriels et dans leur choix de commercialiser du bio ou du non bio, ça va vraiment être déterminant. Et là, vous voyez la croissance donc, du complément alimentaire bio en pharmacie et la part de marché au cours des dernières années. Et vous voyez qu'effectivement, en 2020-2021, mais ça, on l'a vécu dans le bio de manière générale, c'est vrai pour les magasins bio, il y a eu des croissances qui étaient très fortes, beaucoup plus fortes que sur le reste de la catégorie, puisqu'on a atteint des 17% de croissance annuelle sur les compléments alimentaires bio, alors qu'aujourd'hui, on est à 2%.
Donc on a une croissance qui a vraiment décroché finalement en post-Covid. On a eu l'effervescence de la période Covid où tout le monde voulait prendre du bio, avait voilà, cette volonté d'avoir une consommation durable, RSE. Et ça, aujourd'hui, ça a été voilà, dépriorisé. On a vu voilà, ce que vous voyez aussi sur d'autres catégories de produits bio, mais une volonté d'avoir du local, une volonté aussi de prioriser parfois le prix. Et donc on voit une croissance un peu plus faible du bio qui s'ajoute aussi à du coup un plus faible investissement de la part des opérateurs qui vont moins lancer de produits bio, et donc après ça fait effet boule de neige. Par contre, en part de marché, on reste à peu près stable depuis quelques années. On est autour de 8% de part de marché. Donc ça se maintient. Mais voilà, c'est juste la croissance qui est un peu plus faible, mais qui est quand même là. Et maintenant, pour regarder en magasin bio, donc là, les chiffres sont forcément moins bons. Le magasin bio, ces dernières années, voilà, vous le savez, a eu rencontré des difficultés et principalement tiré par l'alimentaire. La baisse du trafic a pu entraîner également du coup une baisse du trafic dans les rayons compléments alimentaires qui du coup se sont retrouvés en décroissance. Donc on voit une décroissance sur l'ensemble des catégories du complément alimentaire. Donc on est à moins 3% de croissance en valeur et à 225 millions d'euros de chiffre d'affaires en magasin bio. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, quand on regarde par typologie d'ingrédients, on voit que finalement les catégories qui sont en croissance, c'est des catégories qui ne sont pas forcément labellisables bio. Quand on regarde la nutrithérapie, je vous disais que les vitamines et minéraux ne peuvent pas être labellisés bio. L'argile et minéraux, c'est pareil. Donc le consommateur bio, le consommateur en magasin bio, il va pas forcément rechercher le complément alimentaire bio, il va chercher le complément alimentaire, il va être intéressé pour le bénéfice santé et il va chercher avant tout le bénéfice santé avant d'aller regarder le label. Pour lui, le référencement en magasin bio va être un gage de qualité du laboratoire, et après dans le laboratoire, il va regarder finalement les produits qui l'intéressent, les produits qui ont un bénéfice pour lui, avant de regarder la labellisation bio du produit qui, elle, on l'a vu, est aussi beaucoup réglementaire au-delà de la seule qualité et de la démarche du laboratoire. Donc voilà pour le tour sur le marché des compléments alimentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que au global, le marché des compléments alimentaires est en croissance, une croissance qui est principalement tirée par la pharmacie. Par contre, dans cette croissance globale, le bio aujourd'hui est en perte de vitesse par rapport à ce qu'il a pu être il y a quelques années. Donc il faudra attendre quelques années pour voir comment les compléments alimentaires bio vont évoluer. Et il faut garder en tête tout cet environnement réglementaire. Et nous, on perçoit un vrai durcissement de la réglementation vers un bio de plus en plus dur. Du coup, une plus faible proportion des produits qui pourront être labellisés bio. Et étant donné que nous, on a des ingrédients actifs, des ingrédients techniques, cet durcissement de la réglementation va vraiment impacter les investissements potentiels en bio dans le complément alimentaire. C'est bon, je te laisse la parole, Lourdes. En tout cas, merci beaucoup Claire. C'était très intéressant justement d'avoir la vision globale du marché en pharmacie, en magasin bio. Donc là, on va parler donc des grandes tendances du marché, donc pour justement venir illustrer un petit peu ces marchés, ces segments qui sont en évolution, plutôt significatifs. Voilà. Donc juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Nutrikeo, on est un cabinet de conseil en innovation et une agence de marketing et communication. Et notre fil conducteur, c'est la nutrition. Donc on travaille notamment sur 4 volets qui sont donc les études et tendances, toute la partie innovation, la stratégie en marketing et tout ce qui va être plateforme de marque créative, et la communication bien évidemment multicanal. Voilà, donc quelques exemples qui voilà, très diversifiés, et, innovants et excitants qu'on a pu réaliser pendant ces 15 dernières années.
Donc aujourd'hui, Claire l'a évoqué, donc il y a des marchés qui voilà qui ont des belles évolutions. Donc bien évidemment, c'est des marchés aussi qui suivent un petit peu aussi les tendances sociétales. Donc on va parler de nutri-cosmétique, hein, donc de tout le segment de la beauté, la santé de la femme, donc tout ce qui est les biotiques, hein, donc qui vont avoir une forte importance sur tout le segment de la digestion. Donc la santé cérébrale, qui va être aussi un secteur très intéressant, qui va mélanger, on va dire, la santé cognitive et la santé mentale. Et ensuite, une tendance transverse, qui est la sensorialisation. Et là, donc, c'est plutôt une tendance qui va toucher plutôt la galénique des compléments alimentaires. Donc, alors pour savoir pourquoi on parle de nutri-cosmétique, donc c'est la tendance en fait qui est au carrefour entre le cosmétique et les compléments alimentaires. Donc ce sont tous les compléments alimentaires qui vont s'adresser donc à la beauté. Donc c'est un segment qui est divisé en trois sous-segments qui sont donc la beauté de la peau, donc les cheveux et le solaire. Et si on regarde un petit peu plus de près, donc Claire, tu l'as évoqué, donc toute la tendance du in and out, donc qui on commence déjà à entendre beaucoup parler, donc de plus en plus c'est voilà quelque chose qui émerge bien. Donc c'est la nutraceutique en fait qui vient renforcer vraiment l'efficacité des soins cosmétiques avec on va dire une nutrition vraiment intérieure qui va avoir un effet sur l'extérieur de la peau. Ensuite, il y a tout ce qui est le anti-âge qui va refléter la tendance aussi donc du vieillissement de la population, vieillissement cellulaire et tout ce qui va être en lien avec la santé cellulaire. Donc, segment aussi très intéressant, assez technique, avec des molécules en fait qui vont venir nourrir à l'intérieur donc la cellule, les mitochondries. Donc, c'est vraiment de la cosmétique de précision. On a aussi le bien-être intérieur, hein, donc la beauté qui est vraiment la résultante du bien-être intérieur. Donc cet axe intestin-peau, peau-stress. Et ensuite l'hypersegmentation, donc que ça soit de l'offre, mais aussi voilà des différentes cibles, des marques qui vont aller, on va dire, sur des marchés plus niches, sur des pathologies, comme la marque même qui avait été rachetée par Pierre Fabre il y a 2 ans, il me semble, qui cible, on va dire, toutes les patientes en traitement cancéreux. Donc on ne peut pas parler de nutri-cosmétique sans parler donc de collagène. Donc cet ingrédient star qu'on entend presque dans tous les médias, partout, et c'est assez intéressant de voir donc cet ingrédient qui commence à prendre avec beaucoup d'ampleur. Donc c'est un ingrédient qui est historiquement très présent notamment en Asie-Pacifique. Il commence à bien se démocratiser donc en Europe. Il y a eu beaucoup d'avancées technologiques, notamment par rapport à toute l'obtention des peptides de collagène. Il y a eu aussi beaucoup d'utilisations différentes sur plein de sphères de santé ou même sur des nouvelles applications qui vont être plus en lien avec le marché de la food. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on entend parler de plus en plus aussi de ce collagène végétal. Donc, je pense que c'est un abus de langage. Le collagène végétal, c'est plutôt, on va dire, des ingrédients qui vont mimer, on va dire, les acides aminés du collagène. Ou sinon, ça peut être aussi des molécules qui vont booster la production de collagène. Donc, mais voilà, quand on parle de collagène végétal, le collagène, il est animal. Donc en termes de lancement, on peut voir qu'il y a plus 33% des compléments alimentaires à base de collagène entre 2018 et 2022. Et à niveau de la consommation aussi, on peut voir que elle est en hausse, entre 15 à 20% de croissance, notamment sur les peptides de collagène.
Alors, on va s'intéresser aussi à la santé de la femme. Pareil, donc un segment où on entend de plus en plus parler, voilà, qui commence à prendre aussi la parole dans les médias. Donc aujourd'hui, donc à niveau du marché de la nutraceutique, donc c'est un segment en fait qui est rythmé par notamment les problématiques identifiées tout au long de la vie des femmes. Donc on a voilà, ça commence dès le cycle menstruel avec des problématiques en lien avec le SPM, l'endométriose, les règles douloureuses ou même l'anémie. Ça va continuer sur la vie reproductive avec des solutions, notamment pour voilà, la grossesse, l'allaitement, la fertilité et aussi l'infertilité en lien avec les problématiques de SOPK. Et ensuite, la ménopause, gros segment aussi actuel, notamment lié aussi à ce phénomène du vieillissement de la société. Donc là, on va adresser la préménopause, la ménopause et la postménopause. Donc on peut voir aujourd'hui qu'il y a une diversité d'acteurs qui adressent ce segment, donc en fonction de la spécialisation de la problématique de la santé des femmes. Donc on a des laboratoires généralistes qui vont se positionner aussi sur des ingrédients objectivés et des produits, on va dire, dédiés à la santé de la femme, comme le laboratoire Vital Plus. On a aussi des marques qui sont vraiment spécialistes de la santé de la femme ou des startups comme Homom ou laboratoire le CCD. Et ensuite, on a donc des entreprises qui vont vraiment cibler une problématique spécifique. Et c'est des marques qui se présentent vraiment comme expertes dans ce sujet en particulier. Comme Gynéca, donc qui sont spécialisés sur ils ont une gamme dédiée à l'endométriose. On a la marque Womness américaine, donc eux ils accompagnent les femmes ménopausées, mais ils ont une approche assez holistique sur le vieillissement au global. Et après, c'est intéressant parce que au-delà des marques qui sont nées dans le complément alimentaire, il y a aussi des marques qui justement vont voir la possibilité de se lancer dans le complément alimentaire, comme par exemple SoCup, qui est une marque de culottes menstruelles, donc qui ont vu l'engouement du marché et ils se sont lancés aussi dans des compléments alimentaires pour les douleurs de règles. Ensuite, il y a des marques expertes de la maternité comme Boom et des marques qui sont dédiées à l'équilibre hormonal féminin comme la marque Millet. Ensuite, j'ai passé trop vite. Les biotiques. Les biotiques, donc c'est ces ingrédients qu'on commence à connaître. Il y a beaucoup de science derrière les biotiques. Donc on connaît le trio de choc. Donc les pré, les pros. Maintenant les postes, donc les postes qui viennent s'intégrer de plus en plus dans le marché, les symbiotiques, mais au-delà de ce trio de choc, on voit aussi que de plus en plus il y a d'autres opportunités. On parle du phytobiote, donc un axe qui n'est pas encore assez approfondi dans le marché. Donc c'est assez intéressant parce que c'est le croisement entre deux univers qui sont traités complètement différents, donc à un niveau scientifique, à un marketing et même à un niveau de l'approvisionnement. Donc d'un côté, on a tout ce qui va être la phytothérapie, donc les plantes, avec une grande diversité de typologies d'ingrédients, des bienfaits connus, étudiés, avec des allégations de santé, avec des dosages, etc. C'est vrai qu'il y a un peu moins d'innovation dans ce secteur, donc on va dire de la phytothérapie. Et à côté, on a le monde du microbiote qui est en plein essor, où il y a beaucoup de sciences, un peu plus restreint à un niveau réglementaire et de communication. Et en fait, le mélange de ces deux mondes, en fait, aujourd'hui, laisse une opportunité assez importante dans le marché. À explorer, que ce soit en B2B, donc les fournisseurs d'ingrédients, ou en B2C, les laboratoires de compléments alimentaires.
Il y a aussi les interbiotiques, modubiotiques. Donc voilà, ça fait des termes un peu galvaudés, mais donc c'est encore un axe sous-exploité. Donc c'est on va dire, c'est une molécule exogène, donc qui peut moduler, donc soit via une action directe sur la population microbienne ou sur la protection de la muqueuse. Donc à niveau, par exemple, de l'action anti-inflammatoire. Donc comme le mentionne le fournisseur d'ingrédients Botalis, voilà, qui évoque ce sujet de l'interbiotique avec les plantes adaptogènes. Il y a aussi les flabiotiques, donc c'est des flavonoïdes qui vont avoir aussi une action donc sur la barrière intestinale et qui vont avoir vraiment une action bénéfique pour la santé intestinale. Comme troisième exemple, on a au-delà des plantes le collagène avec l'exemple du fournisseur de collagène, donc Naticol, qui fait des recherches sur le collagène et la santé intestinale. En quatrième, on a la santé cérébrale. Donc c'est ce que j'ai dit au tout début. C'est vrai qu'on mélange un petit peu souvent la santé mentale, la santé cognitive. Donc c'est des sujets qui sont mêlés, bien évidemment. Donc quand on parle de santé mentale, on va être plutôt sur le sommeil, sur le stress, sur l'humeur. Quand on parle de santé cognitive, on va être sur la mémoire et la concentration. Et donc ça va être la fusion de ces deux segments qui vont faire naître la santé cérébrale. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un segment en fait qui a multiples, on va dire, de cibles et où il y a du coup une hyper segmentation. On peut bien évidemment cibler les étudiants avec cette recherche de performance cognitive. On va aussi cibler les actifs plutôt qui sont à la recherche de produits pour le sommeil, le stress. Les femmes, donc au long de leur vie, donc plutôt pour des moments quand elles sont en postpartum ou en période de ménopause avec le brouillard mental, les seniors avec le déclin cognitif et une cible voilà, qu'on n'entend pas parler beaucoup mais qui est très intéressante et de plus en plus significative, qui sont les gamers, qui sont vraiment à la recherche de compléments alimentaires vraiment pour l'énergie, pour la concentration, etc. Alors, il y a quelques exemples juste pour illustrer la tendance. Donc, on connaît le CBD, un grand ingrédient donc de la thématique en lien avec la santé cérébrale. Donc là, on a un extrait à base d'écorce d'orange. Nali, donc qui est une marque de compléments alimentaires experte du safran, qui se positionne notamment sur le stress et le sommeil. Matemon qui se focalise justement sur les gamers avec des promesses vraiment très ciblées sur la vigilance, la concentration, avec des ingrédients objectivés. Voilà. Après, il y a la marque Bien qui va être à base de super champignons, qui va cibler ce côté psychédélique, pardon, j'ai un peu de mal à dire ce mot. Ensuite, il y a Nutrient Co qui va cibler plutôt l'axe intestin-cerveau avec un produit stress. Ensuite, toute la tendance qui vient des États-Unis sur les nootropiques avec cette marque française No Mind. Et pour finir, les plantes adaptogènes, bien évidemment, qui vont avoir une action assez ciblée sur la santé cérébrale. Et pour finir, donc cette tendance transverse à la Nutra, donc au complément alimentaire, c'est la sensorialisation de la Nutra. De plus en plus, on voit que il y a un petit problème donc à niveau de l'observance, notamment dans les compléments alimentaires. Donc de plus en plus, les consommateurs cherchent des solutions qui sont, on va dire, un peu moins médicamenteuses
menteuses, donc avec des galéniques voilà, qui font penser un peu plus à la food. Donc aujourd'hui, le goût, ça reste un prérequis. Donc aujourd'hui, il est toujours mis à l'honneur. Donc on a des galéniques dans le liquide, par exemple, qui vont vraiment aller chercher des goûts plutôt innovants. Des galéniques comme le spray ou même des crèmes aussi, pour faire le lien avec la nutri-cosmétique. Il y a bien évidemment les gummies, on en a entendu beaucoup parler. Donc il y a une nouvelle génération aussi des gummies avec des nouvelles matrices, voilà, sans sucre, à base de fibres, des technologies qui vont utiliser des fruits lyophilisés, des technologies d'impression 3D ou des gummies au cœur fondant. Et ensuite, donc pour encore plus de goût et plus de plaisir, il y a le retour de la matrice chocolat aussi, qui est aussi notamment portée par le collagène et qui bien évidemment va dans la logique de la foodification, de venir vraiment avoir mélangé, avoir une frontière assez floue entre le food et la nutra. Et pour finaliser, donc quand on parle de sensorialisation, il n'y a pas que le goût. Donc de plus en plus, il y a des recherches, notamment donc des choses qui se lancent sur l'odeur, la vue, le toucher. Et l'ouïe, donc notamment à niveau de l'odeur, donc tout ce qui va être en lien avec la rétroolfaction, donc des huiles essentielles pour aromatiser des gélules, ou même des petits dispositifs qui vont venir dans des packaging pour venir aromatiser aussi et avoir une expérience à niveau de l'ouverture du packaging, à niveau de la vue bien évidemment, et le toucher et l'ouïe avec voilà des innovations sur notamment l'ouverture des boîtes avec des bruits qui vont faire voilà à niveau cérébral une expérience aussi à niveau du consommateur. Et voilà pour les tendances. On a fini maintenant la conférence. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est à votre disposition. Faut pas être timide. Juste, je suis arrivé en retard. Vous avez abordé le marché des compléments alimentaires en parapharmacie ou pas du tout ? Non, j'ai pas abordé la parapharmacie, en sachant que c'est un petit segment qui représente 5% du marché. Donc là, on s'est concentré sur la pharmacie et ensuite sur les magasins bio. Mais si vous allez sur notre site, on a quelques données sur la parapharmacie, oui. D'autres questions ? De toute façon, on reste dans les parages. N'hésitez pas à venir nous voir. Si Nadine, on est au stand E30. Il sera peut-être dans les parages aussi, Lourdes. Exactement. Merci beaucoup et merci bonne beaucoup. fin de salon. 3, 2, 1. Come on!